Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'étape numéro 1 pour mener un projet dans le domaine sanitaire et social. Cette première étape s'intitule l'analyse et le diagnostic d'une situation. Alors il faut savoir que cette étape est d'une grande importance. Pourquoi? Parce que si elle est mal effectuée, le projet devient inutile. Et enfin, cette étape consiste à connaître le cadre institutionnel du projet. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo méthodo contexte que j'ai faite en terminale. Cette étape permet aussi de cerner et d'identifier les besoins, les problèmes ou les demandes, et ainsi de pouvoir y répondre. Et enfin, elle consiste à identifier les contraintes et les ressources dont on peut disposer pour mener à bien le projet. Alors, pour mener à bien cette étape d'analyse et de diagnostic d'une situation, il faut savoir qu'il existe plusieurs outils pour mener à bien ces analyses. Tout d'abord, ce qu'on appelle la démarche d'étude. Ensuite, d'autres outils comme les remue-ménage, le QQO-CCQP, le diagramme cause-effet, le schéma des champs de force. Alors, tout d'abord, le premier outil qui s'intitule donc la démarche d'étude. Je vous renvoie également à la vidéo la démarche d'étude que j'ai faite en classe de première, simplement pour l'aborder rapidement. Donc cette démarche d'étude permet d'analyser un sujet, un thème, une population, un territoire. Pour ce faire, elle utilise elle-même plusieurs outils. Tout d'abord la recherche documentaire. Pareil, vous pourrez aller revoir la vidéo à ce propos dans les cours de première, mais simplement cette recherche documentaire, c'est un recueil de données statistiques et théoriques. Également, la démarche d'étude utilise des modes d'enquête ou des méthodes d'enquête sur le terrain. On a tout d'abord le questionnaire, qui permettent de recueillir des informations qui sont dites quantitatives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les traiter statistiquement. L'intérêt, c'est que ça permet également d'interroger un grand nombre de personnes, mais les limites, c'est que ça limite le mode d'expression de ces personnes, puisqu'elles doivent répondre dans un format bien précis. Vous pourrez également aller revoir la vidéo sur les questionnaires. Autre outil pour l'enquête sur le terrain, l'entretien. Alors l'entretien, ça permet de recueillir des informations dites qualitatives, c'est-à-dire on va recueillir des impressions, des opinions. L'inconvénient, c'est que peu de personnes peuvent être interrogées, puisqu'effectivement, il faut forcément un intervieweur qui prenne le temps de prendre des notes, qui relance l'interview, etc. Donc c'est un peu plus long. Et l'autre limite, c'est que on risque d'influencer les réponses quand on est avec la personne. Et je vous le disais précédemment, ça prend du temps de mener un entretien. Et enfin, le dernier outil pour mener une enquête sur le terrain, c'est l'observation. Alors ça permet de recueillir des réactions spontanées. Ça évite le biais des questionnaires et des entretiens, puisqu'on ne fait que regarder, il n'y a pas d'intervention de la part de l'observateur. Les limites, c'est que ça peut influencer de façon... Enfin, il peut quand même y avoir une influence possible quand on voit un observateur qui nous regarde, on peut changer son comportement. Et c'est surtout long à faire et le traitement des données est plutôt fastidieux. Donc voilà pour les méthodes d'enquête qui sont utilisées quand on décide d'utiliser une démarche d'étude pour faire une analyse ou un diagnostic d'une situation. Un autre outil pour faire une analyse d'une situation dans cette première étape d'un projet, c'est ce qu'on appelle le remue-ménage. Ça permet de mobiliser les idées. C'est-à-dire que ça se pratique en groupe, chacun va être invité à exposer des idées, à formuler un maximum de propositions qui seront ensuite discutées en commun. Un autre outil donc pour analyser et poser un diagnostic d'une situation, le QQCCQP. C'est un outil qui va permettre de rechercher des informations afin de repérer l'origine d'un problème. Alors voici un exemple du QQCCQP. Alors tout d'abord le qui. Le qui, on veut savoir qui va réaliser par exemple l'action, qui sont les personnes ou les catégories de personnes qui sont concernées. Le quand, selon quel délai, selon quel planning. Le comment, avec quels moyens allons-nous faire les choses, combien de temps ça va prendre, d'argent, de pourcentage, quelles sont les méthodes, les outils, les supports que l'on va utiliser. Le pourquoi, quels sont les motifs, objectifs à court, moyen et long terme. Le où, quels sont les domaines touchés par le projet, les lieux. Et enfin le quoi, quelles sont précisément les actions qui vont être menées. Donc voilà pour cet outil qui permet
de rechercher des informations, donc je disais, afin de repérer l'origine d'un problème. Autre outil pour mettre en évidence l'analyse d'une situation ou poser un diagnostic, c'est le diagramme cause-effet, encore appelé le diagramme d'Ishikawa. Alors, il va permettre de rechercher et de mettre en évidence l'ensemble des causes qui sont à l'origine d'un problème. On le représente sous cette forme-là, que l'on appelle encore plus communément arête de poisson. Donc visuellement, on voit bien qu'on peut repérer un ensemble de causes qui vont émettre des effets. Alors ces causes qui sont divisées en 5, ce qu'on appelle également la règle des 5 M. On a tout d'abord les méthodes, c'est-à-dire les modes opératoires, les procédures qui peuvent engendrer tel effet. Ensuite, nous avons le milieu, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on évolue, nous sommes, qui peuvent engendrer également tel effet. Ensuite, ce que l'on appelle la matière, c'est-à-dire les usagers, les patients qui sont là. Ensuite, la main-d'œuvre, c'est-à-dire les moyens humains, personnels, les compétences, les motivations, etc., qui vont avoir tel effet. Et enfin, le matériel, ce qu'on entend les moyens matériels qui vont engendrer également tel ou tel effet. Donc voilà pour la présentation du diagramme d'Ishikawa. Nous avons ensuite un autre outil qui s'intitule le schéma des champs de force. Cet outil permet d'identifier des éléments qui peuvent être favorables ou défavorables à un changement. Alors, on le présente de cette forme-là. Alors, comme on peut voir, on a deux types de forces qu'on appelle les forces d'entraînement, encore appelées les forces favorisant l'atteinte de l'objectif, et les forces de résistance, encore appelées les forces défavorables à l'atteinte de l'objectif. Ensuite, on vient placer les différentes forces correspondantes. Et ici, au milieu, vous avez donc les forces, enfin, justement, la force qu'elles engendrent sur le changement. Alors, dans les forces favorisant l'atteinte de l'objectif, ce sont donc les forces qui influencent de manière positive un changement. Par exemple, une nouvelle réglementation, une nouvelle technologie qui apparaît dans une entreprise. Et les forces de résistance, c'est-à-dire défavorables à l'atteinte de l'objectif, qui s'opposent et qui freinent tout changement. Par exemple, un manque d'information, un manque de moyens ou de motivation. Donc voilà pour présenter le schéma des champs de force. Pour récapituler cette étape d'analyse des besoins et de diagnostic d'une situation, vous pouvez utiliser différents outils. Tout d'abord les outils contenus dans la démarche d'étude, à savoir la recherche documentaire et tout ce qui est enquête sur le terrain avec le questionnaire, l'entretien et l'observation, mais également le remue-ménage, le QQOCCQP, le diagramme cause-effet et le schéma des champs de force. Cette étape du projet est très importante car si elle est mal effectuée, le projet n'a pas d'intérêt et elle permet surtout de cerner, d'identifier les besoins ou les demandes. Merci.